Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 24e et dernière session 2024 des Jeudis donc Occitanie, qui va être consacrée au partenariat en santé. Bonjour, merci Nathalie. Donc je suis Avec plaisir. Philline Clermont, je serai la modérateur pour cette session. Je suis cadre de santé au CHU de Montpellier dans les unités ambulatoires d'hématologie et je travaille avec une patiente partenaire sur les consultations. Elle accompagne des patients qui sont sous thérapie orale. Voilà, ce webinaire sera aujourd'hui présenté par Maggie Del Rio, qui interviendra de 13h05 à 13h25 sur les patients partenaires à l'ICM. Donc Maggie est elle-même patiente partenaire, coordinatrice du partenariat sur l'ICM. Ensuite, à 13h25 jusqu'à 13h45, Amanda Olivon présentera la dynamique du partenariat en Occitanie. Elle est chargée de projet au centre opérationnel du partenariat en santé d'Occitanie, le COPS. Et ensuite, nous aurons 15 minutes pour vous laisser la place pour les échanges et les questions. Maggie, je te laisse débuter si tu veux bien. Excusez-moi, j'avais perdu mon. Je voulais faire le partage et je n'arrivais pas à partager ou j'ai partagé n'importe quoi. Euh, voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon, Maggie. J'essaie de mettre un écran. Il faut dire que moi et l'informatique, je ne suis pas très douée. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc, Super. voilà, comme l'a dit Fideline, moi, je suis une patiente partenaire à l'ICM. J'ai été missionnée il y a à peu près 3 ans pour coordonner et développer le partenariat en santé. C'est ce que je fais, mais en étroite collaboration avec la direction de soins de l'ICM. Alors, on parle de partenariat patient-partenaire, donc de partenariat patient, et je voulais démarrer, si j'arrive à passer ma diapo. Ah, pourquoi j'arrive pas? Je n'arrive pas à passer ma diapo. Si, voilà. Et je voulais démarrer par vous expliquer pourquoi le partenariat patient, comment c'est arrivé. Donc, on peut dire qu'il y a eu une transformation historique de la relation soignant-soigné, et ça depuis quelques décennies. Et elle représente un peu le passage d'un modèle vertical et très techniciste à une approche beaucoup plus collaborative et humaine. Le paradigme traditionnel, ce qu'on connaissait, était cette relation paternaliste où il y avait un détenteur de savoir et un objet de soin et où le patient était vraiment excentré de la décision. Puis petit à petit, cela a évolué dans les années 2000 et surtout après la loi de 2002 relative aux droits des patients et la qualité du système de santé, vers une relation beaucoup plus centrée sur les patients, avec une écoute de leurs besoins, mais quand même avec un pouvoir décisionnel qui restait du côté des soignants. Le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est le partenariat patient, et ça signifie collaborer avec le patient en ayant une reconnaissance mutuelle des savoirs de chacun et de leur complémentarité. Donc, il y a plusieurs dimensions, enfin, 2 dimensions du partenariat patient. C'est la dimension individuelle, ce que j'appelle ça, c'est le partenariat pour soi. C'est vraiment une approche qui signifie que le patient a une implication directe dans son parcours de soins en tant qu'acteur, mais cette approche se caractérise d'une part par une horizontalité et un respect mutuel des deux personnes, du soignant et du soigné, l'établissement d'une relation de confiance, de dialogue et de reconnaissance mutuelle, la prise en compte des préférences et des valeurs du patient et de son vécu pour que le soignant puisse adapter au mieux le soin à la situation réelle et du jour même du patient. Et suite à ça, la participation du patient va être beaucoup plus active, il deviendra plus autonome, il va être plus impliqué dans les décisions qui le concernent. Et c'est ce qu'on appelle au final la décision partagée. Et moi, je suis persuadée que une décision partagée sera beaucoup plus
efficace et produira des meilleurs résultats cliniques. Mais encore faut-il le montrer. Le partenariat, la deuxième dimension, c'est la dimension collective. C'est les patients qui veulent mettre leur expérience de vie avec la maladie au service des autres, mais au service des patients, mais aussi bien des soignants. Et donc, c'est associer ces savoirs expérientiels des patients avec les savoirs académiques et cliniques des professionnels de santé pour co-décider, co-construire, co-mettre en œuvre des projets de santé. Et l'important dans cette collaboration, c'est qu'on va tenir compte du fait des deux protagonistes, d'un côté des besoins et des attentes et des préférences des patients, mais de l'autre côté, et il ne faut jamais oublier qu'en fait de partenariat patient, il y a les soignants, il faut aussi tenir compte de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs contraintes, et pour arriver à une décision qui est bénéfique à tous et surtout bénéfique pour le patient. Mais pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait cette reconnaissance du savoir expérientiel des patients partenaires et toujours, et moi c'est un mot fort chez moi dans le partenariat patient, une horizontalité. Voilà, et donc cette approche va pouvoir être mise en pratique dans les soins. Alors c'est pour vraiment optimiser la prise en soin et la qualité de vie du patient, mais moi je dis souvent, c'est pour que le patient il passe cette période de sa vie qui est assez difficile le mieux possible. On va pouvoir aussi s'engager dans les soins pour permettre un meilleur alignement des questions de recherche et des besoins aussi et des attentes des personnes concernées. Et puis en formation, c'est agir ensemble avec les professionnels pour initier le plus tôt possible tous nos jeunes acteurs de santé, qu'ils soient médecins, infirmières, kinés, etc., au partenariat en santé. Alors, juste une dernière diapo sur le patient partenaire. C'est vrai qu'un patient partenaire, c'est quelqu'un qui a, au travers son parcours de la maladie et des traitements, a acquis plein de savoirs, de par son vécu, de par son ressenti, mais c'est aussi de par ses interactions avec l'équipe soignante, de par ses interactions avec les établissements de santé. Et tous ces savoirs sont regroupés et à ces savoirs s'ajoutent aussi, et je tiens à le préciser, les compétences propres du patient. Parce qu'un patient partenaire n'est pas, comme on a tendance à souvent le voir, un simple patient. C'est une personne qui a ses valeurs, qui a sa culture, qui a eu un métier, qui est peut-être maman, papa, etc. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on a des savoirs expérientiels, mais qui sont de l'expérience de la maladie, mais aussi de l'expérience de notre vie. Pour moi, le patient partenaire qui veut s'engager doit avoir vraiment une réelle motivation et c'est ce que moi je regarde en premier quand je discute avec des patients qui veulent être patients en partenaire, savoir exactement pour quelle motivation et est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'engager. Il faut qu'ils aient eu du recul par rapport à leur maladie. On n'est pas là pour calquer notre expérience sur l'expérience du patient. Donc, il faut avoir été capable de réfléchir pour passer de cette expérience individuelle à une expérience collective. Il faut bien sûr avoir une grande capacité d'écoute, surtout pour les patients pairs, c'est-à-dire les patients qui accompagnent d'autres patients, les patients partenaires qui accompagnent d'autres patients. Il faut savoir partager dans une perspective altruiste, adopter une posture très constructive, empathique, bienveillante, et surtout, parce que le partenariat patient, c'est aussi savoir travailler avec des soignants, et il faut savoir s'ajuster, interagir au sein d'une équipe de soignants. Alors, qu'est-ce qu'il en est à l'ICEM, puisque c'est de cela qu'on parle, et c'est le titre de mon intervention. À l'ICEM, en 2021, j'étais la seule patiente partenaire. Aujourd'hui, nous sommes 5 patients partenaires et je précise rémunérés, qui sont engagés aussi bien dans le soin, dans la recherche, dans la formation. Alors, nous avons 3 patientes partenaires, Delphine, Alexia et Yassamine, qui sont vraiment engagées dans l'accompagnement des patients, de la pérénance. Delphine plutôt dans le service des soins de support et Alexia et Yassamine plutôt dans un programme d'accompagnement dont je vous parlerai tout à l'heure. Cyril, le seul garçon qu'on a, parce qu'il y a
peu de garçons patients partenaires, lui est plutôt engagé avec moi dans la recherche en cancérologie. Et donc, ça me donne le lien avec le comité de patients en recherche qu'on a créé il y a quelques mois, avec là des patients comme Cyril et moi qui avons une expertise de recherche, mais aussi 5 ou 6 autres patients qui sont naïfs en recherche, mais qui ont vraiment cette volonté de s'engager dans les projets de recherche à l'ICN. Alors, les actions qu'on a engagées dans le domaine du partenariat, donc une des premières actions, Fidéline en parlait tout à l'heure, c'est une action, une expérimentation qui a été proposée et qui est soutenue par l'ARS Occitanie, c'est-à-dire c'est l'accompagnement des patients sous thérapie orale par des patients partenaires. Il faut savoir qu'un patient, 50% des patients traités pour le cancer auront à un moment ou une autre une thérapie orale, que si cette thérapie orale peut être peut-être plus confortable et donner plus de liberté au patient, elle lui demande aussi une plus grande autonomie et il développe quand même un sentiment de solitude car c'est difficile d'être seul chez soi et de faire passer, de faire face à la maladie et au traitement. Donc, c'est pour ça qu'on a donc mis en place cette expérimentation qui a aussi été mise en place en oncohématologie au CHU, où 2 patients partenaires, dont Yassamine et Alexia, suivent les patients sous thérapie orale après leur avoir demandé leur accord et avoir expliqué la finalité du partenariat patient et les suivent pendant 6 mois à raison d'un entretien par mois. Cette action, et merci l'ARS, ils étaient assez innovants et le fait de l'avoir mis en place, ça nous a permis d'obtenir le prix de l'innovation Unicancer en 2023. Le deuxième programme que l'on est en train de mettre en place et qui est plus pour essayer de prévenir ou de diminuer les séquelles des patients atteints d'un cancer anal. Et pour ça, on a décidé, on a souhaité systématiser l'accès aux soins de support et aux patients partenaires pour ces patients-là. Donc ça, c'est un parcours de soins qui se met en place, mais qui est associé à un programme de recherche qu'on a établi avec une équipe de Marseille, une chaire de démocratie sanitaire qui s'occupe justement de faire de la recherche sur l'intégration des patients partenaires dans les parcours de soins et comment ça va améliorer le parcours de soins. Toujours dans le parcours, dans le cancer colorectal, on souhaite améliorer ou apporter des points d'amélioration à la prise en charge de ces cancers. Donc, du coup, on est parti là sur, on veut partir sur les besoins des patients, donc on est en train de mettre en place une enquête chez les patients qui ont été pris en charge pour ce cancer colorectal. Le but est de voir avec eux ce qui leur a manqué, voilà, et d'après de se réunir avec des professionnels de santé pour voir ce qu'on peut mettre en place. Toujours dans l'engagement des patients dans le parcours de soins, on a envie de faire encore d'autres choses, parce que dans l'absolu, on aimerait que dans tous les parcours de soins, il y ait des patients partenaires, donc on y va progressivement. Mais on a créé un groupe de travail justement composé de patients partenaires et de professionnels de santé, des surveillants de service, des infirmières de service. Et on voudrait mener des actions dans l'hôpital de jour où se déroulent les chimiothérapies. Alors là, on ne sait pas si on a plusieurs propositions, peut-être faire un accompagnement éducatif en groupe, genre éducation thérapeutique, peut-être si on pouvait proposer un accompagnement d'un patient partenaire à tous les gens qui viennent en chimio. Voilà, on est en train de discuter de la faisabilité et des contraintes du service pour mettre en place ce genre d'action. Et il y a aussi en chirurgie où on voudrait, ça se faisait un peu avant, il faudrait le remettre en route, un accompagnement, un suivi des patients avant et après chirurgie. Alors là, sur 2 chirurgies, pourquoi? Parce qu'on a des patientes partenaires adéquates qui ont vécu ça et qui ont envie de s'impliquer là-dedans. C'est dans le cancer du sein et dans la carcinose péritonéale. Je vous ai dit, donc, nous, les 5 patients partenaires, plus le comité de patients, on s'engage aussi en recherche. Donc, on recherche au niveau du CIRIC. Je ne sais pas si vous connaissez le CIRIC, mais ça veut dire site de recherche, j'ai oublié, site de recherche en cancérologie. Et c'est une labellisation de l'État pour
pour une recherche plus mutualisée, pour mutualiser les compétences et les technologies, etc. Et qui, cette année, est beaucoup sur la dernière labellisation, beaucoup axée en démocratie sanitaire. Et donc, du coup, 2 patients partenaires ont été impliqués dans la gouvernance, c'est Cyril et moi. On est à la gouvernance à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit le comité de gestion, le comité de pilotage ou le comité de pilotage de chaque axe de recherche du CIRIC. Et on a créé le comité patient CIRIC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on est 9 patients à discuter et à voir comment on pourrait engager, s'impliquer dans la recherche. Et pour l'instant, on a mis en place un partenariat patient en recherche clinique. C'est la première action qu'on mène. Avec une première action qui a été de former à la recherche clinique ces patients partenaires, parce qu'on peut bien travailler dans un écosystème que si on le connaît bien. À l'ICM, il y a beaucoup aussi de recherche paramédicale. Et donc là, c'est pareil, la recherche paramédicale, le groupe de recherche paramédicale est constitué de paramédicaux et d'un patient partenaire qui est intégré dans le comité de pilotage. Et maintenant, on a honnêtement, dans chaque projet de recherche qui se développe au niveau de cette recherche, il y a toujours un patient partenaire impliqué dès le début du projet. Comme quoi, on a avancé dans la promotion du partenariat patient dans l'esprit des professionnels de santé. Le dernier engagement des patients partenaires, c'est aussi dans la formation. Donc, aussi bien dans la création de formations sur le partenariat en santé pour les patients, mais aussi pour sensibiliser des patients. Et c'est des choses qu'on met en place avec l'école du cancer de Montpellier et qui est à l'ICM. Et sur l'animation, on est de plus en plus sollicité tous les 5 à participer à des DU, à des DU, à des masterclass, à la faculté de médecine, de pharmacie, voilà, ou même les écoles d'infirmières. Ce que je dis souvent, je regarde si je suis, oui, ce que je dis souvent, c'est que le partenariat patient, c'est pas que le partenariat avec les patients, c'est collaborer aussi avec les représentants des usagers, dont les RU, les bénévoles, les associations de patients et les aidants et les proches partenaires. Donc, c'est dans cette intention-là qu'on a mis en place un projet des usagers qui est une composante à part entière du projet d'établissement 2023-2027 de l'ICM, où on a défini plusieurs orientations stratégiques et chacune de ces orientations est pilotée par un binôme composé d'un professionnel de l'ICM et d'un usager. Et dernièrement, on a aussi inauguré un espace échange-association qui permet aux patients, avec des permanences par maladie, par type de cancer, qui permet aux patients d'aller recueillir l'information, d'obtenir un soutien, un accompagnement. C'est sans rendez-vous, il y a des permanences de demi-journée par pathologie et les patients, ils vont comme ils veulent. Donc, c'est quelque chose qui démarre, mais qui commence à avoir une dynamique très intéressante. Pour chapeauter le tout, on a vraiment, l'ICM s'appuie sur ce qu'on appelle le comité de démocratie sanitaire à l'ICM, qui a été créé en 2020 et qui va rassembler des associations de patients, des représentants des usagers, des patients partenaires, des aidants, des professionnels soignants, administratifs et des représentants institutionnels. Et bien sûr, il y a notre directeur qui participe à ce comité de démocratie sanitaire, oui. Alors, on travaille, qu'est-ce qu'on y fait? On essaie de définir les orientations stratégiques concernant tout ce qui est le partenariat patient, réfléchir aussi sur des transformations organisationnelles et bien sûr, on suit tous les projets dont je vous ai parlé et on voit à quelle étape on en est, qu'est-ce qu'on va faire, comment, voilà. Et tout ça est décidé avec les représentants de tous les usagers et tous les professionnels.
Voilà un peu ce qui est fait à l'ICM. J'ai essayé d'aller vite pour ne pas prendre trop de temps à Amanda. Voilà, donc en conclusion, je dirais que l'objectif final du partenariat patient, c'est vraiment de créer un écosystème de santé dynamique pour une prise en soin qui soit globale, humaine, participative et personnalisée. La chose que je dis parfois, c'est que ça ne s'improvise pas d'instaurer une dynamique de partenariat patient. Et ça demande aux établissements d'intégrer dans leur culture, leur stratégie, leur structure, leur organisation. Et je voulais dire que si on a beaucoup avancé à l'ICM aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette volonté institutionnelle et ce soutien institutionnel de mettre en place le partenariat patient. Et donc, bien sûr, il reste encore un certain nombre de défis en matière d'acceptabilité, bien sûr, de faisabilité, de financement, parce que ça, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, comment financer par patients partenaires, et aussi de l'évaluation formalisée de leurs effets. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on publie et qu'on ait des expérimentations qui démontrent, parce que vous savez que la science en France et enfin toutes les actions, il faut qu'il y ait une preuve qui soit publié. Donc, tout ça, il faut qu'on avance là-dessus, sur la publication des effets du partenariat patient sur les patients. Voilà, je vous remercie de votre attention et je ne veux pas passer à la diapo, donc, mais je vous assure, je l'avais. J'ai terminé. Merci beaucoup Maggie pour cette intervention et d'avoir tenu le timing, effectivement. On va laisser maintenant la place à Amanda pour la suite. Attends, je vais arrêter le partage. Merci. Alors, je vais partager à mon tour. Si j'y arrive. Voilà, ça devrait arriver. Alors, je suis navrée, j'ai des problèmes de connexion. Donc, si je coupe, je vous présente mes excuses à l'avance. Voilà, vous devriez avoir mon partage d'écran. Quelqu'un peut me le confirmer? Oui, c'est bon, Amanda, merci. Ok, merci. Bon, merci beaucoup au réseau Monco d'avoir invité le centre opérationnel du partenariat en santé à ce webinaire. Moi, je suis Amanda Olivon, je suis chargée de projet pour le centre opérationnel du partenariat en santé. Je ne vais pas Maggie, je vais simplement essayer de vous donner, vous, acteurs d'Occitanie, des pistes pour pouvoir amorcer des projets de partenariat en santé. Et nous, en tout cas, moi, je vais parler de partenariat en santé et pas de partenariat patient, parce que c'est un partenariat pour nous entre acteurs de la santé. Voilà. Donc, vous expliquez qui on est. Alors, COPS, ce n'est pas la coopérative, c'est vraiment le centre opérationnel du partenariat en santé. C'est un dispositif qui a démarré, enfin, donc, il y a eu une initiative en 2018 sous la houlette de l'ARS Occitanie avec la petite aide d'une priorité opérationnelle qui était inscrite au plan régional de santé à l'époque. Qui disait en gros on peut améliorer la qualité et la sécurité des soins en s'appuyant sur l'implication des usagers. Et sous cette impulsion de l'ARS a été menée une recherche intervention qui s'appelait donc le comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé, dans lequel moi j'étais à l'époque patiente partenaire salariée de l'Oncopole de Toulouse et j'étais détachée pour participer à cette recherche intervention en tant que membre actif. Et ensemble, on a travaillé, on a réfléchi à comment on pouvait opérationnaliser cette dynamique de partenariat en santé dans des projets, comment ça pouvait s'ancrer et de quoi on avait besoin. Donc, on a travaillé entre 2018 et 2021, vous le voyez, et évidemment, on est arrivé à la conclusion que ce serait intéressant de créer un dispositif ressources. Et c'est ainsi que le COPS est né. Il y a eu un appel à candidature de l'ARS et c'est l'association Savoir Patient qui porte ce dispositif COPS
qui a remporté cet appel à projet et qui a pu mettre en place les premières actions du COPS. Et tout à l'heure, Maggie parlait de savoir expérientiel qu'on met en lien avec les savoirs plutôt techniques ou académiques. Nous, on parle plutôt de complémentarité de savoirs expérientiels, les savoirs expérientiels des patients de la vie avec la maladie, qui ont les savoirs de la vie avec la maladie, et les savoirs expérientiels des professionnels de santé, qui, eux, sont axés plutôt sur la prise en soin et la partie technique de la maladie. Voilà. Le tout pour créer des savoirs hybrides. Alors, comment on fonctionne? C'est important de vous expliquer comment on fonctionne parce que le COPS, c'est pas moi, c'est pas une équipe opérationnelle, c'est avant tout une communauté. C'est une communauté qui regroupe des gens, des acteurs de santé qui s'intéressent ou qui ont des pratiques ou qui s'engagent dans le travail de partenariat en santé. Et de cette communauté des partenaires, des partenaires, est issu un comité de pilotage qui va guider la stratégie régionale, hein, parce que c'est un dispositif régional, et va guider un petit peu le travail de l'équipe opérationnelle. Et l'équipe opérationnelle n'est là que pour soutenir les actions de cette communauté. On mène notamment des comités techniques, on essaye d'innover. Je vais vous montrer les missions, vous allez voir. Et vous allez voir surtout comment vous pouvez vous saisir de ce dispositif parce que c'est bien ça qui est intéressant pour vous, acteurs de santé. Donc, on a 5 missions, vous l'avez vu. D'abord, la gouvernance participative, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe opérationnelle qui dirige les actions du COPS, c'est complètement soufflé par la communauté et acté par le comité de pilotage qui donne toute la direction que nous, on va pouvoir, nous, petites mains, équipe opérationnelle, mener. On a une mission phare qui est la mission diffusée, notamment au travers d'une plateforme ressources. Donc, c'est une plateforme collaborative qui est, donc vous avez le site sous les yeux, partenariatensanté.org, dans laquelle vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources, alors de la biblio bien sûr, mais bon, c'est peut-être pas le plus intéressant parce que la biblio, elle se cherche ailleurs. Mais en tout cas, il va y avoir les fiches qui ont été créées lors du CRIAPS dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des fiches qu'on a voulu pratico-pratiques, en tout cas qui peuvent vous aider à amorcer des pistes de réflexion. Vous allez retrouver aussi des webinaires avec des expériences, des retours d'expériences très concrets. Notamment, on a un webinaire sur différentes expériences sur la santé mentale, l'implication des patients en santé mentale en Occitanie, mais plein d'autres choses. On essaye de varier tout ce qu'on peut proposer, mais vous avez surtout une cartographie et un répertoire des acteurs du partenariat en santé dans lequel je vous invite à vous référencer si vous avez des pratiques et qui vous permettent de découvrir ce que font les autres personnes, les autres structures, les autres acteurs. Et dans les différents champs qui existent, je ne vais pas redire ce qu'a dit Maggie, mais effectivement, on a du partenariat en santé dans la formation, dans la recherche, dans l'accompagnement, dans le médico-social. Voilà, simplement, ce sont des mondes sociaux qui communiquent différemment avec différents mots, différents vocabulaires. Et voilà, en tout cas, c'est toute une batterie de ressources qui peuvent vous inspirer et vous aider à vous lancer si vous en avez envie, ou mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça apporte. Et puis, on a une mission, la deuxième mission phare qui vous concerne le plus, vous acteurs, c'est celle de développer les pratiques. Et dans cette mission-là, on propose des appuis et de la facilitation de projets, de partenariat en santé, toujours, puisque c'est notre cœur. On a de l'analyse de pratique, du tutorat de patients, entre autres. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous de vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous pouvez tout à fait mobiliser le COPS. Ces appuis sont financés par l'ARS, donc il n'y a pas de charge financière pour les équipes ou les personnes qui souhaitent se lancer. Puis on a 2 autres missions. Une mission évaluer l'impact, donc ça c'est au travers d'un baromètre, hein, d'une enquête à laquelle vous pouvez contribuer si vous faites partie du comité des partenaires, évidemment. Il faut qu'on vous connaisse pour pouvoir vous solliciter ou que vous fassiez connaître. Et puis, une mission d'impulser. Et là, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à d'autres axes. Par exemple, cette année, on a mené toute une réflexion sur le lien entre la qualité de vie au travail et les pratiques de partenariat en santé. C'est une liste non exhaustive. Alors, pour remettre quand même un peu de cadre, pourquoi on fait du partenariat en santé? C'est pareil, ça ne sort pas du chapeau. Bon, il y a des attentes réglementaires. Donc, Maggie, elle a parlé de la loi de 2002, mais il y a d'autres lois qui sont des attendus réglementaires, hein, clairement, notamment la loi de 2019 qui prévoit que les patients soient engagés dans la formation des médecins, notamment.
au sein des universités. Et puis, il y a évidemment, ça, je pense que ça va parler à beaucoup, le référentiel de certification d'établissement de santé, où il y a un attendu, puisqu'il y a un critère, un indicateur sur l'implication des usagers. Jusqu'à aujourd'hui, ce critère était optionnel, permettait d'avoir une mention. À partir de 2025, il devient obligatoire. Donc, il y a vraiment quelque chose, un indicateur sur lequel vous pouvez vous appuyer pour mettre en place ces projets. Et puis après, en fonction de là où vous exercez, ça me tenait à cœur de marquer l'accord conventionnel interprofessionnel, qui est le financement spécifique pour les personnes exerçant en maison de santé pluriprofessionnelle, donc les soins de premier recours, où là aussi, vous avez des financements avec des critères pour pouvoir impliquer vos usagers. Je parle d'usagers parce qu'on parle de citoyens, de patients, etc. Bien sûr, il y a les patients partenaires, bien sûr, il y a les représentants d'usagers, mais moi, l'objectif, c'était de dézoomer un petit peu et de vous montrer ce qu'on peut faire. Bon, les bénéfices, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Alors évidemment, au niveau, je reprends les deux niveaux dont Maggie a parlé, le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, évidemment, dans la relation de soins, on a une meilleure relation de soins, on a une charge émotionnelle parce qu'il y a de la communication. Ça, je ne vais pas vous apprendre votre métier en tant que soignant. Évidemment, il y a des bénéfices immédiats dans la relation de soins, mais aussi dans la capacité d'agir. Hein, et ça, c'est important. Et quand je parle capacité d'agir des acteurs, je parle évidemment de ceux des patients, mais pas que. Donc, parce que ça te permet d'avoir une adaptation du soin, de la pertinence du soin, le bon geste au bon moment, toutes ces choses-là. L'amélioration des pratiques des acteurs de santé, parce que c'est une pratique qui nécessite, comme a dit Maggie, ça ne s'invente pas et ça nécessite de mieux se connaître, donc de développer des compétences réflexives et d'imaginer d'autres solutions que celles qui sont prévues pour nous. Et puis au niveau collectif, évidemment, l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, ça c'est plus à prouver. Quand on regarde les travaux actuels de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, on voit que l'implication des usagers ou des mots tels que autodétermination sont très présents. L'amélioration des parcours, puisque ensemble, et Fidéline et Maggie en sont l'exemple, ben voilà, comment on réfléchit à des solutions pour améliorer la prise en soin des patients, pour qu'il y ait plus de fluidité dans la communication, dans l'acceptation des soins, dans la compréhension du système de santé. Donc, tout ça, c'est important. Il y a aussi des plaidoyers qui permettent de faire des avancées. Hein. Voilà, si on parle des triplettes, par exemple, mais il y en a d'autres. La transformation des organisations également est là aussi un gros enjeu pour les établissements. Et puis, ça répond quand même à une transformation actuelle sociétale, notamment où on développe beaucoup tout ce qui est démocratie, tout ce qui est participatif. Et c'est une demande qui émerge et qui pousse, qui est assez forte. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Ce n'est qu'une liste non exhaustive. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est ce qu'on observe en Occitanie. Alors, on a la chance, le COPS est un dispositif unique en France, qui est donc financé par l'ARS, qui est envié au national. Donc, je trouve que c'est important que vous voyez, que vous ayez une vision de ce qu'on fait, d'exemples très, très concrets. Et vous allez voir dans différents champs, et encore une fois, c'est une liste non exhaustive. Et toutes ces expériences, vous allez pouvoir les retrouver, alors soit sur la plateforme du COPS, soit parce que certains acteurs qui sont cités ici sont dans le monde membres du comité des partenaires ou membres du comité de pilotage. En tout cas, c'est des acteurs qu'on connaît, qu'on rencontre, avec lesquels on co-construit des choses. Donc, vous voyez que sur le premier recours, on parle donc de l'exercice des soins de proximité. Hein. Donc, on a différentes initiatives qui émergent. Ça va de l'animation du groupe de parole fait par une patiente partenaire. Vous avez son retour d'expérience dans un webinaire sur le premier recours sur la plateforme du COPS. Mais vous avez également des actions de prévention, des usagers qui sont impliqués dans comment on communique sur la santé, c'est quoi la santé au sein de mon territoire. Donc, il y a toute une dynamique territoriale qui est actuellement en train d'émerger. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, où vous avez, par exemple, on a une patiente partenaire, une maman partenaire qui met en place actuellement de la pérédance dans un parcours de prise en soin avec les familles et les fratries. Alors, il y a eu une expérimentation sur le CHU de Toulouse, mais actuellement, il y a
quelque chose qui se structure à la Polyclinique Saint-Roch, donc où on a aussi dans tout le domaine de l'addiction et puis de la santé mentale des travailleurs pairs qui émergent un petit peu partout. On a évidemment, on en a parlé, l'implication des patients dans la formation. Alors, bon, je vous donne des exemples, mais à l'IFMK de Montpellier, par exemple, ils ont des patients à toutes les strates de la formation, dans le témoignage, la co-construction d'ingénierie pédagogique, la co-animation, et ça va jusqu'aux instances, la représentation dans les instances, notamment via l'ICOJ. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que ça intervient à différents niveaux. Dans le médico-social, alors là, on va parler plutôt de personnes accompagnées ou de résidents en fonction du cœur, mais on a eu des initiatives où on a soutenu un projet de la maison de retraite protestante de Montpellier sur l'implication des résidents dans la formation, des nouveaux arrivants, etc. Voilà, je peux pas. L'idée, c'est de vous laisser la parole, mais que vous voyez encore d'autres niveaux, au niveau stratégique, où on a effectivement le réseau Onco Occitanie qui a souhaité développer cette dynamique, l'intégration des patients dans les instances, mais aussi dans les réflexions ou dans les projets. Vous avez dans l'implication des usagers aussi au CHU de Montpellier. Aujourd'hui, au CHU de Montpellier, je crois qu'ils sont à 6 patients salariés, rémunérés aussi, alors dans différentes pathologies pour le coup, avec plein d'autres projets. Ça va de la médiation en santé jusqu'à la pérédance. Évidemment, l'éducation thérapeutique. Bon, ça, je pense que ça, c'est le premier champ dans lequel les patients s'engagent. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure d'amélioration des parcours. On a notamment un projet qui a été fait à Aurore Méditerranée en collaboration avec les représentants, les patients concernés. Et on a complètement repensé le modèle de soins au sein du SSR. Soins de suite et de réadaptation. Voilà. Et puis, l'exemple de l'hospitalisation à domicile à Béziers qui souhaite impliquer des usagers dans la construction d'un parcours postpartum à la demande de l'ARS. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer comme exemple concret. Tout ça, ce sont des projets qui existent et c'est pour vous donner des pistes et des idées. Alors, par quoi on commence pour faire du partenariat en santé ? L'idée, c'est que ce soit très concret, en tout cas le plus concret possible pour vous. Alors, malheureusement pour vous, je n'ai pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode, c'est pas quelque chose où on va cocher des grilles et se dire, ça on a fait. C'est avant tout mettre en place une démarche participative. Et pour mettre en place une démarche participative, il faut se rencontrer, il faut se parler, qu'on soit usager, patient, représentant d'usager, professionnel du libéral, professionnel du sanitaire ou du médico-social. Il faut trouver des endroits pour se parler, pour faire connaissance, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes. C'est vraiment la base et c'est ça qui va prendre du temps. Parce que je ne vais pas vous le cacher, ça prend du temps. Maggie, elle a bien expliqué que ça faisait 3 ans qu'elle sur le projet. Donc, ça prend du temps. En revanche, quand on commence, c'est une démarche dans laquelle on peut plus revenir en arrière. C'est une démarche qui s'appuie sur des techniques d'intelligence collective. C'est très, très important et qui nécessite la reconnaissance des besoins et des savoirs de chacun. Je vous ai parlé tout à l'heure nous, on parle de savoir expérientiel tout court, professionnel et patient. Et ensemble, l'idée, c'est de produire des savoirs hybrides, des savoirs qui répondent à des besoins concrets de terrain ou des besoins qui ne sont pas encore pourvus. Parce que, effectivement, tous les besoins ne sont pas pourvus. Et tout ça, je vous en ai parlé aussi, ça développe le pouvoir d'agir de chacun. Ça favorise l'enrichissement personnel, évidemment, mais aussi du système de santé. Et puis, je pense que le cœur de l'intention, c'est de garder en tête que c'est plus intéressant de faire avec et pour que de faire juste pour les gens concernés. Et évidemment, ça invoque la créativité. Donc, ça permet aussi de retrouver un certain sens et un certain plaisir. En tout cas, c'est ce dont nous témoignent les personnes qu'on rencontre. Voilà. Et puis, vous pouvez contacter le COP si vous avez envie d'en savoir plus, rejoindre la communauté, venir nourrir votre réflexion, vos idées, vos projets. Vous avez la cartographie, vous pouvez vous enregistrer dans le répertoire ou tout simplement nous contacter. Voilà. Voilà, je crois que le plus important, c'est peut-être de laisser place aux questions. Je voulais être très, très pratico-pratique et j'ai tenu mon temps, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Amanda.
Et merci encore à toutes les deux. Je pense qu'on peut commencer par les questions. C'était très enrichissant. Enfin, moi, je vois beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être lire, il y avait un message déjà dans le chat de Laura qui dit les effets des partenariats sur les patients, sur les professionnels de santé et sur la relation entre les deux, je dirais. Je pense que Laura a tout à fait raison et on est tous d'accord là-dessus, hein, que l'impact du partenariat en santé a des effets bénéfiques sur les patients et sur les équipes professionnelles également. Moi, j'en ai fait l'expérience dans mon unité. On a retravaillé toute une réorganisation, vraiment la réorganisation paramédicale en incluant la patiente partenaire et ça a été une très belle réussite pour chacun et une plus-value pour le service. Je laisse la place aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Peut-être, Fideline, excuse-moi, il y avait aussi une remarque de Madame Tatiana Kubiak, pardon si je prononce mal son nom. Elle parlait de Caroline Charpentier. Alors, je ne sais pas si elle parlait d'une autre patiente partenaire qui n'a pas été citée. Maggie, c'était au moment où tu intervenais, donc je ne sais pas. Si Madame Kubiak est toujours là, elle peut peut-être... C'est pas Caroline Charpentier, son nom, mais j'ai oublié son nom, c'est Caroline. Effectivement, c'est une patiente partenaire qui intervient dans l'espace association des patients et qui aussi, je ne l'ai pas cité nommément, mais qui fait aussi partie du comité patient en recherche, qui est très impliqué dans, dans la recherche. Je perds mes mots aujourd'hui. Dans la recherche génétique. Donc, elle travaille beaucoup avec le médecin qui est l'oncogénéticienne de l'ICM. Voilà. Donc, elle y est, je ne l'ai pas cité nommément parce que je n'ai pas cité tous les patients qui étaient au comité patient. Mais effectivement, c'est Caroline Charbonnier, peut-être, oui. Moi, je retiens que les prénoms. Alors, désolée, Caroline, si elle est là. Mais bien sûr qu'elle est là et qu'elle est très active et qu'elle a même favorisé la création de cet espace échange association. D'accord. Merci pour cette précision. Fideline, tu veux prendre la suite ou parce qu'on a également une question il y a une question dans le chat et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, je vais peut-être poser la question qui est dans le chat. En quoi consiste en pratique l'accompagnement patient-partenaire et patient et avec les professionnels de soins? Donc ça, je vous laisse répondre, mais je pense que c'est multiple. Bon, c'est multiple et en pratique, c'est dommage qu'il n'y ait pas les autres patients partenaires, que ce soit Delphine, Alexia ou Yassamine, qui elles sont les opérationnels et qui ont notamment Delphine et Alexia ont accompagné plus d'une centaine de patients. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Ce qu'on a mis en place, un accompagnement assez structuré, mais l'accompagnement, et c'est Alexia qui le dit, souvent elle dit, quand on se présente, on dit, la première chose qu'on dit, c'est on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on a vécu la même chose que vous, et c'est là, dans votre projet de vie qu'on peut vous accompagner. Et donc, elles essaient de voir quelles sont les ressources et les attentes des patients qu'elles accompagnent, de les aider à trouver ou à mobiliser ces ressources, d'être là pour répondre parfois à des informations ou pour donner une information plus claire parce qu'ils n'ont pas bien compris l'information donnée par les équipes, de traduire cette information et d'orienter, s'il y a des questions, par exemple, médicales ou plus techniques, de les transmettre à l'équipe de soins. En tout cas, pour l'équipe de soins et pour les patients, il y a une fluidité d'interaction qui est améliorée. Il y a également pour les professionnels de santé cette reconnaissance de la voix des patients, se rendre compte de ce que souhaitent des souhaits de patients. Et en tout cas, je voudrais dire que si on veut que ça marche, il faut que vraiment les patients partenaires soient complètement intégrés dans l'équipe de soins. En tout cas, nous, dans notre parcours thérapie orale, c'est ce qui se fait. On est une équipe où il y a des soignants et des patients partenaires. On agit tous dans le but que les patients passent au mieux cette période de leur vie.
On se réunit à peu près toutes les 6 semaines pour essayer de voir où on en est, qu'est-ce qu'il en est, quels sont les problèmes, quelles ont été les difficultés, etc. C'est vraiment l'intégration des patients partenaires dans l'équipe de soins et la reconnaissance du partenariat patient par les professionnels de santé est essentielle. Et je pense que de toute manière, c'est bénéfique aux 3 personnes, aux patients partenaires, aux patients et aux professionnels de soins. Je ne sais pas, Amanda, si tu veux compléter. Ouais, je voudrais compléter pour l'élargir, peut-être hors champ de la cancérologie, pour voir aussi, pour répondre à la question sur les pratiques d'accompagnement. Je voudrais juste faire une précision, peut-être qui n'a pas été dite, c'est que on voit plusieurs profils de patients partenaires et que je pense qu'en fonction des structures dans lesquelles on exerce, on peut avoir donc le patient partenaire formateur, le patient partenaire accompagnateur, et là on parle plutôt de ça, ou le patient partenaire impliqué dans la recherche. Bon, on en a un peu parlé, mais je pense que c'est intéressant peut-être de différencier la partie père aidance, c'est-à-dire moi je suis patient et j'accompagne parce que j'ai un vécu et effectivement là on va avoir de la traduction d'informations, il n'y a pas les mêmes charges émotionnelles qui impactent la relation, hein, quand vous allez voir votre oncologue qui va vous parler de votre prochain traitement. Il n'y a pas les mêmes enjeux relationnels que quand vous rencontrez un patient qui vous dit comment ça va aujourd'hui. Je ne dis pas que l'oncologue va pas le faire, je dis simplement que dans l'approche qu'on a ou qu'on reçoit en tant que patient, ce n'est pas du tout la même chose et on n'a pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes choses à dire, à exprimer ou à questionner. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important de comprendre que l'accompagnement d'un père, ou on va dire la communication avec un père n'est pas du tout la même, mais c'est valable dans tous les champs de la vie. Je pense à un père collègue, un père parent, un père enfant. On ne parle pas du tout de la même manière en fonction de qui est-ce qu'on a en face. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, pour les professionnels, je pense quand ça fonctionne bien, comme dit Maggie, que l'équipe est bien impliquée, que le patient fait partie de l'équipe, le patient partenaire fait partie de l'équipe, et même le patient d'ailleurs. Tout ça permet effectivement beaucoup de fluidité, ça simplifie, ça diminue les interactions parce que chacun développe des compétences de pouvoir d'agir, hein, récupère du pouvoir d'agir. Ça, c'est important. Et pour répondre à la question sur les patients partenaires à l'IUCT, je sais qu'il y en a qui sont impliqués sur l'éducation thérapeutique parce qu'on en connaît. C'est pour ça que je me permets de… Ouais. Voilà, on en connaît et ils sont identifiés. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, Amanda. C'est vrai qu'on a tendance à classifier les patients formateurs, patients chercheurs, patients… Nous, on fait tout ça. On n'est pas que patients accompagnateurs. Et tous les patients partenaires à l'ICM, ils font de la formation, ils s'impliquent dans la recherche. Voilà. J'aime pas qu'on mette dans des tiroirs, toi, tu es patient partenaire accompagnateur, tu n'es que ça. Non. Tu peux avoir… Après, le rôle et la responsabilité dépendent de ton niveau d'engagement, mais oui. voilà. Et des compétences. Et des compétences et de la formation, on n'en a pas parlé, mais pour moi, enfin, à mon sens, quand tu accompagnes des patients, il faut que tu aies à minima une formation. Parce que c'est difficile d'accompagner des patients. Et d'ailleurs, parmi les patients partenaires en France, et il commence à y en avoir beaucoup, il y a très peu de patients qui font de l'accompagnement des patients partenaires. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Le plus souvent, ils s'engagent dans la formation, dans la recherche, parce qu'il y a moins d'émotionnel qui entre en jeu. Donc voilà, c'était juste ces précisions-là que je voulais donner. Je vais laisser la parole à Mme Jean qui a levé la main. Oui, alors Madame Jean, bonjour à tous. Et je suis avec Madame Covine, qui est une patiente qui a des questions à poser suite aux interventions. Oui, bonjour, je me présente donc Covine Séverine. J'ai eu un cancer du sein, j'ai été soignée en mars de cette année. Donc j'ai suivi ma chirurgie, le protocole de soins. Et lors de mon protocole de soins, au moment de ma radiothérapie, je participais dans les couloirs à aider les autres patientes, entre guillemets, à avoir un petit peu de courage et ne pas avoir cette peur de l'appareil, cet énorme appareil où c'est qu'on se retrouve toute seule là-dessous. Et les manipulatrices de radiothérapie, voyant ma positivité par rapport à la maladie et l'empathie que j'avais avec les autres personnes, m'ont dirigée vers une association
donc l'asso de cancérologie 47, parce que j'ai été opérée dans le Lot-et-Garonne. Et suite à ça, je me suis rendue dans cette association et qui m'ont parlé de l'ARS pour faire justement patient thérapeute et pour que je puisse peut-être aider à ce niveau-là toutes ces personnes à avoir confiance aux professionnels de santé, aux protocoles de soins qu'ils mettent en place, à ne pas s'inquiéter de tout le traitement et tout le protocole parce que les gens sont formidables autour de nous et ça a créé une positivité. Alors, quand on venait me chercher, que je prenais mon taxi ambulance, c'était pareil. Dans les taxis, du coup, ils s'arrangeaient pour qu'on soit deux, trois, que je puisse parler avec les autres. Vous voyez, voilà, moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, personnellement, c'est de pouvoir aider toutes ces personnes à surmonter cette épreuve et ben, en collaboration avec tous les médecins et toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit, comme je vous dis, l'oncologue, l'infirmière, l'ambulancier, voilà, qui est une positivité. Et voilà, je cherche à savoir comment je peux bénéficier d'une formation et comment je peux avancer dans ce projet-là. Voilà. Je rajouterai qu'on a partagé pendant le diaporama et que voilà, Mme Covine se retrouve bien dans tous ces objectifs, dans toutes les valeurs qui ont été présentées. Et du coup, voilà, d'une manière un peu plus concrète, sa question, c'est pour s'engager dans un patient partenaire, vous le dites, ça ne s'improvise pas. Et est-ce qu'à la clé, il y a une formation qui peut être proposée et suivie? Alors, il y a Oui, des formations. il y a plusieurs formations. Il y a des DU maintenant partout en France. Il y a eu l'Université des patients à Paris, mais elle est aussi à Marseille. Il y en a à Grenoble. Il y a plein de formations et on a toute une liste. À la limite, je pourrais vous faire passer sur toute la France ou sur la région. Être formé, c'est bien parce que en France, on sait bien que la reconnaissance des savoirs parfois passe par les diplômes, mais je pense que ça ne suffit pas pour rentrer dans un établissement et dire bonjour, je suis patiente partenaire, je suis formée, je veux faire du partenariat patient. Il faut qu'il y ait cette volonté à l'intérieur de l'établissement et qu'il y ait au moins un soignant qui ait envie de déployer ce partenariat patient dans son établissement et que vous travaillez tous les deux pour mettre en place ça. Voilà, il faut de l'obstination, de la persévérance et voilà, et de promouvoir ce partenariat patient, mais il faut que vous ayez, enfin, à mon sens, un appui au niveau de l'établissement dans lequel vous voulez travailler. Bon, moi, je serais un peu plus nuancée, Maggie. Ah bah, Moi, je suis un peu plus nuancée parce que on voit aussi des patients. Je pense à une patiente qu'on a tutorée au COPS qui n'a pas du tout ni le souhait ni le niveau requis pour faire un DU, par exemple, et pour autant qui s'engage dans son centre de soins, qui est en train de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique à partir d'une formation certifiante de 40 heures. Et d'une volonté de l'ensemble des professionnels avec lesquels elle travaille. Donc, je ne suis pas non plus en train de dire que tout le monde a ce profil-là, mais en tout cas, rapprochez-vous des centres ressources, renseignez-vous. Je pense qu'il y a plein de clés d'entrée pour amorcer un travail en partenariat en santé. On voit aussi des patients qui ont commencé à faire de la pérédance comme ça, un petit peu comme cette dame témoignée, au gré d'un couloir, qui finalement ne savent pas qu'il existe des dispositifs d'accompagnement pour développer des compétences. Et comme dit Maggie, il y a des formations. On a aussi un annuaire sur la plateforme des formations en France, mais c'est une liste non exhaustive. Et je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'un patient partenaire, c'est un parcours de vie. C'est pas que un DU, enfin un diplôme universitaire ou une certification. C'est aussi des compétences antérieures. C'est aussi des compétences annexes qu'on développe. Moi, je mets un petit
point de vigilance sur peut-être le patient thérapeute. Alors ça, Oui, voilà. Enfin, oui, oui, en tout oui. cas, moi, je ne connais pas de patients thérapeutes. Je connais des patients qui s'engagent auprès de leur père ou qui s'engagent auprès des professionnels ou d'un parcours ou d'une structure. Pour moi, je suis patient partenaire, je ne fais pas de thérapie quand je fais de l'accompagnement en père aidance. J'accompagne des pères, je soutiens des gens qui partagent quelque chose. Ah. Mais puisqu'elle est un peu figée, Amanda, je suis d'accord avec elle sur le terme de patient thérapeute. Surtout, n'employez jamais ce terme. D'abord, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des acteurs de la santé avec l'expérience patient. Sur les formations, moi, je ne voulais pas dire qu'il faut absolument une formation, mais je pense, enfin, la formation à minima, et Amanda vient de le dire, c'est 40 heures d'éducation thérapeutique. On n'a pas forcément besoin de faire un DU. Mais pour l'accompagnement des patients, je pense que c'est indispensable. Pour si vous voulez vous engager dans la recherche ou dans la formation, ben, c'est peut-être pas indispensable. Et c'est vrai qu'il faut commencer comme vous le faites dans les couloirs, hein, et montrer ce que vous pouvez faire, etc. Moi, j'ai commencé comme ça aussi, hein. Pourtant, j'étais dans un établissement où je connaissais tout le monde. Mais ma première chose, ça a été d'en parler, et j'en parle encore. J'en parle maintenant partout. Même si je vais en ville chez mon médecin, je lui parle du patient partenaire. Si je suis allée au CHU l'autre jour pour autre chose, ben, j'ai parlé de ce que je faisais en partenariat patient. Donc voilà, ça fait partie de ma vie. Même ma fille me dit en rigolant, quand tu te présentes, tu dis pas je m'appelle Maggie, tu dis je suis patient partenaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ce que je suis. Merci Maggie. Fidéline, on avait encore des remarques et des questions. Oui, alors on a justement des remarques qui sont apparues sur le chat concernant cette formation, mais Maggie, tu en as un petit peu parlé, qui demande tous les patients partenaires exerçants doivent-ils avoir ce type de formation, type DU, qui me semble un prérequis. Donc ça, tu l'as dit, plutôt les 40 heures sont un prérequis selon toi Ben, et d'ETP? plutôt si on accompagne les patients. Moi, c'est surtout quand on fait de la péridance que je trouve qu'il faut un minimum de formation. Pour le reste, non. Et puis, ça dépend de l'engagement qu'on veut avoir. On peut s'engager juste pour être consulté, pour être témoin, parce qu'on a envie de partager ça, mais pas forcément d'avoir des actions d'accompagnement ou des engagements. Donc, tout est… voilà. Donc la suite Et de la question… c'est ça la complexité en fait, c'est que un patient c'est aussi une personne, c'est aussi un habit, c'est aussi un parcours. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de méthode. C'est pas parce que nous on a aussi, on voit dans la communauté des acteurs qui ont des DU mais qui sont pas du tout compétents pour faire de l'accompagnement. Donc il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec un patient. Pourquoi faire? C'est pas n'importe quel patient. Et qu'est-ce que lui, il a envie de faire et quelles sont ses compétences? Et à partir de là, effectivement, avoir un DU, avoir une certification, ça fait travailler la posture, la réflexivité. Et ça, c'est quand même la base du partenariat en santé. Merci Amanda. La suite de la question, c'était qui informe les patients de l'existence d'un patient partenaire qui peut l'accompagner? Exemple, aucun de mes patients ne m'a signalé avoir eu cette offre. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous exercez, Monsieur Lopez, mais voilà. Est-ce que… Je pense que Monsieur Lopez est pharmacien, me semble-t-il. D'accord. En ville ou en établissement? En ville, en ville. En ville. Il y a très peu de patients partenaires, hein. Même si l'Occitanie est très précurseur sur le sujet. On parle de quelque chose de très innovant autour de Toulouse, d'accord. Bah, oui. Et, alors, on a des patients partenaires. Moi, autour de Toulouse, je pense notamment à une patiente qui est très engagée en cancer ORL et qui fait aussi, ben voilà, qui fait aussi de l'accompagnement sur les UCT. Mais c'est pas structuré en fait. Après, il y a la difficulté de ça, c'est-à-dire que là, on a l'exemple de Maggie où c'est très structuré. Ce sont des patients avec des fiches de poste qui sont salariés, qui sont connus de l'établissement, connus des professionnels. Après, il y a toute la dimension associative. Il y a beaucoup de patients partenaires au sein des associations quand même. Il ne faut pas oublier que c'est la base de l'engagement. Le point de départ, souvent, on s'engage d'abord au niveau d'une association. Mais après, c'est vrai que ça reste des initiatives localisé. L'exemple de l'ICM est un exemple, c'est exemplaire, c'est une expérience exemplaire parce que ça se déploie, que c'est un projet qui est déjà en place depuis 3 ans avec des pratiques très très concrètes.
Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est soins de proximité. Je vous ai parlé notamment de l'initiative de Rio-Volvestre, où il y a des choses qui se passent au sein des maisons de santé, à l'échelle du Ouais. territoire. Oui, et puis exactement, il y a maintenant des patientes partenaires engagées, et on en connaît une, Amanda, qui est chargée de mission dans une CPTS, des patientes qui sont maintenant dans les copiles de maisons de santé. Donc tout ça va favoriser à la ville, mais c'est vrai qu'au niveau des pharmaciens, c'est pas encore très facile. Bah, c'est sûr que si les CPTS pouvaient structurer des pôles de pair et danse, par exemple, c'est tout à fait dans leur champ d'intervention et dans leur champ d'application. CPTS, communauté professionnelle territoriale, je ne sais plus quoi, de santé. santé. Ouais, pardon pour tous les acronymes, mais c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je dis la pair et danse pourrait être vraiment structurée à l'échelle d'une CPTS avec des interventions ponctuelles au sein des maisons de santé autour de groupes de parole, de consultation de pair et danse, enfin consultation, je ne sais pas si c'est un mot fort, mais en tout cas rendez-vous de pair et danse pour former les professionnels aux singularités d'une pathologie ou aux besoins spécifiques liés à des maladies rares. Par exemple, on a Maladies rares Occitanie qui structure des formations pour les soins de professionnels, pour les soins de premier recours. Sur les maladies rares, puisque c'est par définition rare, donc on connaît mal et on les dépiste mal, et voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. C'est pas toujours visible, mais il y a vraiment plein d'initiatives qui existent. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous faire connaître, parce que plus on les valorise, et plus ça permet d'inspirer les autres et de se dire, mais en fait, on peut faire plein de choses, évidemment. Voilà, donc il y avait une remarque qui disait justement effectivement à déployer aussi en Occitanie-Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives et on peut les retrouver sur le site du COPS, donc, comme tu l'as montré, Amanda. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter la liste des projets qui existent déjà sur l'Occitanie et à y inclure les vôtres aussi. Je pense que, Amanda, ce que tu avais proposé. Voilà, je vais te laisser la parole, Nathalie, pour conclure. Oui, merci beaucoup, Merci. mesdames. Je crois qu'Amanda, voilà, ça y est, elle est revenue. Elle est parfois figée. Donc, Je merci suis beaucoup. désolée, j'ai des problèmes de connexion. Pas de souci. Donc, nous arrivons à la fin de cette session. Merci beaucoup de votre participation à ce temps.